général, lorsqu'un peintre se lance dans le spectacle, il fait du décor, décor de pièces de théâtre, décor d'opéra. Bon, toi, c'est pas du tout la voie que tu as choisie, alors même que tu aurais pu faire ça en travaillant à l'opéra. Alors, raconte-nous un petit peu cette découverte des arts du spectacle, des arts de la scène. En fait, comme j'avais dit précédemment, il y a eu toute cette histoire à l'opéra. Je crois que j'ai été frappé pour la vie, quoi, et ça, j'ai raconté déjà. Et puis, surtout dans cette période-là, dans les années donc 72, 73, on voyait arriver les happenings et surtout les performances d'artistes. D'ailleurs, on apercevait en vidéo. Oui, voilà. C'était le tout début de la vidéo, c'était surtout le moment. Tout le début de la vidéo, c'était aux États-Unis. À peine le début, mais c'était surtout l'époque où des gens comme Nam June-paik, par exemple, étaient en plein, à cheval sur la performance et le happening. Oui, mais il n'y avait pas que lui, d'ailleurs, il y avait Alan Capro, il y en avait. Oui, c'était surtout Capro, parce que Nam June-paik et Vostell ont commencé la vidéo dans le groupe Fluxus, et plutôt dans les expositions d'art plastique avec Beuys, avec plutôt art plastique, ils sont restés dans art plastique, mais tu as des gens comme ah oui, tiens, j'ai entendu parler de lui dernièrement, Charlemagne Palestine, tout à fait. Qui faisait des performances parce que venait de naître la vidéo, c'était des bobineaux de 20 minutes, donc tout le monde se servait de 20 minutes. C'est sûr que c'est la période début des années 70, parce que le happening, ça date du tout début des années 60. Les premiers happenings de Capro à Paris, qu'on a dû voir en France. C'était en 61-62 au Bon Marché. C'était l'époque où Jean-Jacques Lebel faisait des happenings et introduisait ça en France. Et ensuite, il y a eu toute la génération des artistes performance. Et toi, tu es arrivé à ce moment-là Oui, donc moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, donc que je découvrais, bien entendu, parce que, et si j'ai fait cette exposition chez Stadler, donc en 73, en labyrinthe, parce que j'étais très intéressé par les labyrinthes, pas encore une fois sa vitrine en noir, le pauvre. Tu peux nous expliquer un petit peu, pour ceux qui n'auraient pas vu cette exposition, c'est-à-dire en gros la Terre entière, moins quelques dizaines de visiteurs, en quoi consistait cette exposition? J'ai bénéficié pour cette exposition d'une nouveauté qui venait d'arriver à Paris, c'est-à-dire que toutes les galeries fassent leur vernissage ensemble. Et donc la rue de Seine devenait une espèce de fête d'effervescence. Et je me rappelle, il y avait la galerie Jeanne Bûcher à côté, qui exposait quelqu'un qui à l'époque avait beaucoup de succès, qui s'appelait Dado, qui maintenant vit avec ses poules dans le fin fond. Je dis ça parce que j'ai eu des nouvelles dans un film. Et donc, et c'était le début d'une espèce de théâtralité à partir du réel, parce qu'avec un copain, qui est un des vieux copains, qui s'appelle Alain Claire-Ourgan, que j'avais invité, parce que comme j'avais invité Roberto à l'itinérographie, je l'avais invité avec moi. Et là, je me souviens qu'on avait construit dans la galerie Stadler, on avait tout reconstruit, des rues, des passages, tu sais, c'était aussi l'époque des mythologies personnelles. On avait construit une fausse mer, enfin un peu kitsch aussi. Donc c'était un parcours. Un parcours, voilà. C'était un environnement, encore une fois. Un environnement, c'était pas tout à fait une performance, c'était ce qui se faisait à la même époque, des environnements. Oui, mais le jour du vernissage, on avait fait deux choses. J'avais rencontré par hasard des gens qui avaient formé un groupe à partir des écrits de Ronald Lang, donc l'antipsychiatre avec Cooper à l'époque, donc il a écrit La politique de l'expérience, et puis qui se disait aussi un peu médium. Donc je les avais amenés dans la galerie le jour du vernissage, et je me rappelle, j'avais demandé, il m'en parle encore, à Jean-Pierre Balpe, qui écrivait à l'époque, de me faire une pièce de théâtre pour ces gens-là, et qu'il n'a jamais... Jean-Pierre Balpe, il faut dire, oui, Jean-Pierre Balpe, poète, qui s'est beaucoup intéressé ensuite à l'informatique, et qui a développé des programmes, des générateurs de poèmes, voilà, et avec lequel j'ai retravaillé plus tard, on en parlera. Mais enfin, à l'époque, c'était pas ça. Non, mais à l'époque, on faisait des choses ensemble quand même, parce que, je me rappelle, on publiait des revues en allant chez les imprimeurs qui étaient en train de faire faillite à chaque fois, chez tout ça. Il avait plusieurs revues, lui, à l'époque, et donc, comment dirais-je, je lui avais demandé d'écrire une pièce de théâtre pour cette soirée, et il m'en parle encore parce qu'il n'a jamais entendu sa pièce de théâtre, bien entendu. Les gens médiumiques
je sais pas, aller directement du cerveau à notre cerveau. Et pour terminer toute cette histoire, le même soir, j'avais fait venir un groupe de jeunes de rock d'Angers, je me rappelle, qui dans le bureau de Stadler, le pauvre, lui qui était très très comme ça, je pense ont défoncé les oreilles de tout le monde. En fait, c'était quand même un joyeux bordel, quoi. Oui, mais c'était une espèce de grande manifestation où il y y à la fois du théâtre, de la musique, théâtre, voilà. Un parcours, une espèce d'environnement. Et toi, tu n'avais pas une performance au sens propre où tu ne t'es pas... Non, là, pas du tout, mais c'est venu après. Mais juste pour en terminer avec ça quand même, parce que, tu sais, c'était l'époque où on peignait à côté des tableaux, on sortait de la galerie, donc on avait accroché un mannequin habillé avec des vêtements réels qui grimpait aux fenêtres de Stadler, dans la rue de Seine. Et ce mannequin avait l'air plus vrai que vrai, quoi. Une espèce de bonne femme avec une jupe à pois rouge, je me rappelle, et tout. Et je me rappelle, les automobilistes levaient le nez, peut-être pour voir sous la jupe de la dame, je n'en sais rien, qui était en fait en carton. Et un jour, il y a eu un accident. Un petit accident, oui, parce que ils sont rentrés dedans, ils sont engueulés. La galerie Stadler est en face d'un croisement. Oui, voilà. Et justement, en face de la rue Visconti, dont on parlait tout à l'heure, que Christo avait barré, et où on a fait avec les bidons d'huile, et où on avait fait la première expo, pour moi, les tristes, dans cette époque-là. Donc ça mélangeait le décor de théâtre, le parcours, l'environnement, des sortes de performances. On était tout à fait dans l'esprit de On a tourné un film où... 16 mm, je me rappelle aussi, qu'avait tourné Jean Kalman, qui est devenu maintenant un grand maître de la lumière d'opéra. Et je me rappelle, on était un peu beatnik quand même à l'époque. Je me rappellerai toujours, il s'était mis dans les toilettes pour charger le 16 mm. Il avait du mal de charger parce qu'il n'y a eu que la moitié de la pellicule qui avait été impressionnée. Donc autant dire que le film, il n'existe absolument pas, quoi. Mais c'est ce qui a déclenché vraiment toute cette période de performance, quoi. Voilà. Alors, donc là, on n'est pas dans les performances, on est dans une espèce de manifestation, quelque chose d'intermédiaire entre l'exposition, le vernissage un peu fou et le happening. Les performances, alors moi je me souviens d'une performance un petit peu plus tardive au théâtre de l'Abbaye, mais c'était peut-être pas la première, il y a peut-être autre chose. Ça c'était ce que tu as vu à Vidéo Abbaye, enfin rue de l'Abbaye, quand j'avais ce centre dont on parlera, parce que ça a été quand même, au début c'était un grand moment. Avant, elle fait d'autres performances, dont une chez Stadler, peut-être un an ou deux après, tu sais, à Galerie Close, juste une soirée, qui s'appelait Zizi, substitut idéal. Et c'est là qu'est sorti un personnage, je me rappelle, avec le long nez en carton, qui est devenu Digiden. Donc, c'est un personnage qui, 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, est ressorti sur le web, donc en ce moment, il est sur le web, et j'ai fait des spectacles avec lui, une sorte de Pinocchio, mais là, c'était plus tourmenté. Lee Landy était venu aussi, je me rappelle. Lee Landy, compositeur. Lee Landy est un compositeur américain à l'époque, avec lequel j'ai beaucoup vraiment travaillé, y compris dans la période vidéo. Jusqu'au jour où j'ai voulu prendre 5 compositeurs en même temps et il n'a pas beaucoup supporté, mais on est resté un peu amis quand même, malgré tout. Mais donc on avait fait, et cette performance, alors c'était toujours l'histoire de Ronald Lang, de renaître, etc. Donc on avait fait un accouchement avec du placenta qui était en fait des gâteaux pilés, et j'ai trimballé dans une sorte de petite ambulance. J'étais une période grise et rouge. Ce qui est amusant, c'est quand tu racontes ça, les dates, évidemment, tout le temps, tu ne me très très bien, mais c'est le début des années 70. C'est l'époque où les activistes viennois font des choses extrêmement violentes à quelques centaines de kilomètres à Vienne. Ils sont venus après chez Stadler. Tout à fait, mais donc on est dans le même esprit où on essaie de passer les barrières, de sauter les barrières, du bon goût, au-delà même du bon goût. Et puis du cadre de la toile. C'est là aussi que commençait à naître ailleurs ce qui est devenu un domaine complet au Musée national, qui était l'installation. Donc c'était entre l'installation, la performance, donc fait des performances, des installations, etc., qui m'a amené doucement à la vidéo. Et à la théâtralité, au spectacle, puisque là, effectivement, la performance, il y a des spectateurs, et c'est une œuvre qui dure le temps de la représentation. Oui, c'est ça. Et puis en plus,
l'artiste lui-même se prend comme support, etc. Mais enfin, pas à la manière des Viennois ou du body art. Qui était contemporain également. Oui, oui, qui était contemporain. Donc c'était une époque qui, des années 70 à 75, là, qui bougeait beaucoup dans ce sens-là. Et puis arrivait l'art conceptuel, qui était complètement troublant, donc par ce groupe de critiques anglais et américains, je crois, même qui avaient programmé leur naissance et leur mort, sortaient des bouquins que j'ai ici d'ailleurs sur l'art conceptuel. Donc ça s'agitait beaucoup. L'hyperréalisme aussi, que j'avais Oui, c'était un moment de grand à Cassel. Oui, c'était grand bouillonnement. Mais alors, tu parlais à l'instant de la vidéo. Quand as-tu découvert ce média un petit peu particulier qui est la vidéo, qui n'est pas tout à fait le cinéma, qui n'est pas tout à fait la télévision, mais qui est un petit peu des deux Oui, mais alors là, il y a juste un pont qui s'est fait naturellement. Comme j'étais moi personnellement dans le dédoublement de la personnalité, etc. Donc j'avais créé une fausse galerie dont j'avais inventé tous les artistes. J'avais peint vraiment tous les artistes. Et j'ai rencontré Patrick Bousquet à l'époque, avec lequel j'ai travaillé, qui lui connaissait Christophe de Ponfilly, qui est mort récemment, donc qui s'est suicidé récemment. Christophe de Ponfilly, et qui était lui quelqu'un qui commençait le Super 8 et qui commençait à dire que le Super 8 était un véritable support, etc. Alors on a tous habité dans sa maison, à côté de Paris, à côté de Senlis d'ailleurs, où vraiment c'était... Et là j'ai fait le premier film, enfin, Christophe de Ponfilly et Patrick Bousquet ont fait le premier film qui s'appelle Le Moi des uns et des autres, que j'ai, et qui est dans le DVD que j'ai sorti il y a 2 ans, où vraiment j'ai ramassé toute l'histoire des troubles de la personnalité, donc les faux artistes, toute une histoire très très compliquée, et c'est un film de 20 minutes je crois, que j'ai encore en Super 8, et que j'ai maintenant aussi en vidéo. Alors donc, arrivé là, mais attends, tu es en train de nous dire... C'est pour te dire où j'arrive dans la vidéo. Oui, attends, tu es en train de nous dire qu'avant la vidéo, juste avant, tu as eu toute cette réflexion au travers du travail que tu as fait sur Ronald Lang, Oui. de ce que tu as fait dans ces performances, sur les multiples personnalités, sur des multiples personnages. Oui, le personnage, c'est le spectacle. Tu as bien raison. En fait, c'était d'inventer des personnages. Donc, comme on était branché en psychiatrie, puis à l'époque, ça parlait beaucoup. Moi, je suis allé à la Borde après, j'y ai fait plein de trucs, mais effectivement, et où tu as raison, c'était commencer à avoir le plaisir d'inventer des personnages, toutes sortes de personnages. Qui étaient évidemment des dédoublements, et comme des dédoublements de toi-même, mais en même temps, chacun étant... Oui, mais quand tu prends un acteur, moi, 20 ans après, je ne sais plus combien, quand j'ai fait Vidéo Perrette, l'acteur que j'ai choisi dans le casting, je m'en suis absolument pas rendu compte, mais il était vraiment le meilleur, mais comme par hasard, il me ressemblait. Et sur l'affiche, on se demandait si c'était moi ou si c'était lui, quoi. Donc, c'est venu de là. Joli lien. Donc c'est venu au travers, non pas tant de la technologie, mais des personnages. Voilà, oui, exactement. Et alors la technologie, c'est beaucoup plus plat que ça. Comme la femme avec qui vivait Christophe de Ponfilly avant, était la fille de Nicole de Buron, qui vivait avec Bruel, le patron des bateaux-bouches, qui était un sacré allumé. Milliardaire, bien sûr, mais allumé. Moi, je me rappelle un jour, on était allé contester le Festival de Cannes, avec une estafette, avec Journal Lumineux. Il avait tiré 5000 tracts en couleur. Un jour, il a barré la Seine avec ses bateaux pour contester contre des trucs qui n'étaient pas écologiques. Il a donné ses journaux lumineux à des poètes, etc. Et le premier bateau-bouche qui était à quai, il nous l'a donné, il nous a fait construire dessus une salle de cinéma Super 8. Et tous les mardis, on faisait des projections, on était pour le Super 8 et tout. Mais, et c'est là que ça commence, dans les cales de ce bateau où on a vraiment passé des jours et des nuits, donc qui doit être encore à quai d'ailleurs, il y avait... C'était Alma Marceau, ça j'imagine. Alma Marceau, là, à côté du Zouave. Voilà, c'est sa fille, je crois, qui dirige les bateaux rouges. Et là, dans les cales des bateaux rouges, j'ai découvert un vidéoprojecteur, je ne savais pas ce que c'était, donc on l'a installé. Et surtout, comme James Peck l'a fait avec beaucoup plus de brio avant, Sony venait d'inventer un petit portable, ce qu'on appelait le porte-à-pack vidéo, noir et blanc, à bande,
avec seulement un réglage qui était le tracking de tension de la bande, une caméra noir et blanc, mais on pouvait le porter. Et j'avais jamais vu ça. Et donc j'ai trouvé ça dans un placard. Donc bon, je peux dire que j'ai commencé la vidéo dans un placard, mais enfin bon, on peut dire ça, mais c'est absolument vrai. Et alors, qu'est-ce que ça m'a fait découvrir? Et c'est là que tout a commencé, c'est le circuit fermé. Moi, le cinéma, ça ne m'intéressait pas, c'est un autre monde, pour la peinture, les arts plastiques, avec tout ce qu'on vient de dire, tous les mouvements dans tous les sens, et il y a des tableaux, il n'y a plus de tableaux, c'est le corps, c'est plus le corps. Le circuit fermé, tu filmes, tu vois. Et alors, et c'est là vraiment que ça a commencé en vidéo, parce qu'à l'époque, à faire des performances. Tu as commencé à faire des performances en vidéo, parce qu'à l'époque, commençait à apparaître en vidéo, au travers de ce que faisait Nam June Paik et de quelques autres. Bill Viola, c'était à peu près la même époque. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. C'était Vostell, Vostell avec ses postes de vidéo coulés dans le béton, oui, parmi les dadons qui faisaient caca dessus, que j'ai vu des dizaines de fois. Donc tu es en train de nous dire que et la le vidéo... TV Garden de Nam June, c'était plus tard, mais Nam June à l'époque travaillait sur la télévision, tu sais, où il mettait derrière des aimants et la gueule de Nixon s'en allait en morceaux. Et puis lui aussi sur le circuit fermé et tout, ce qu'il a fait avec maestria pratiquement toute sa vie avant de faire les robots. Quoi. Mais nous, on ne connaissait pas bien ça. Oui, nous, on a connu Nam June Paik pas à Montbéliard, où il y a eu le premier grand festival de vidéos, par sa première bande vidéo qui est faite à partir de fragments qu'il appliquait dans toutes les télévisions. Mais à l'époque, tu étais... Mais c'était pas ça. Et ce qui était seul, qui avait-il autour de toi ou dans l'environnement qui faisait des choses voisines? Là, quand j'ai commencé, quand j'ai trouvé dans les bateaux-mouches, il n'y avait personne. Personne faisait de la vidéo. Du moins, oui, on ne connaissait pas. Et donc, on a fait beaucoup de performances dans la rue, en direct, etc. Puis un jour, on se filmait, on performait, quoi, vraiment. Oui, et c'était l'époque où on voyait immédiatement, il y avait le dédoublement au fond un petit peu de la personnalité, oui. C'est-à-dire qu'on filmait celui qui faisait la performance et en même temps, le résultat, on le voyait sur l'écran. Oui, alors, mais plus que ça, et c'est là que ça a vraiment commencé le vidéothéâtre pour moi. J'appelais vidéothéâtrie parce qu'on était dans la dérision. Oui, dans le vocabulaire un peu compliqué. On nous a appelé les bûcherons de la vidéo parce qu'on a cassé beaucoup de postes, Bousquet se tapait sur la tête, mais où ça commençait sur les bateaux-mouches, c'est que ces performances, effectivement, tu te rends compte, on bénéficiait, c'était annoncé dans Pariscope ou je ne sais pas quoi, parce que M. Bateau-Mouche a envoyé une page, déjà pour ses bateaux, et tous les mardis, on avait du monde qui venait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au bout d'un moment? Le mardi seulement, je me rappelle, comme c'était le mardi de la Comédie Française à l'époque, on projetait ça. Et alors, c'était affreux. Tu sais, c'était de la vidéo noir et blanc, il y avait des scratchs, etc. Et c'est là que, spontanément, maintenant je m'aperçois que c'est pas si spontané en fait, je me suis mis à intervenir directement dans la salle et de jouer avec moi-même qui était sur l'écran. Voilà. Et là commençait le vidéothéâtre. Et là, je l'ai vraiment développé après, quoi. Et ça, j'ai fait ça des dizaines de fois sur les bateaux-mouches, où les gens, tu sais, le bateau, il était à quai, mais il bougeait quand même un petit peu. Il bougeait un peu et tout le monde sortait un peu avec bon, et au début, on avait 3 fois personne. Et puis on s'est mis à avoir du monde. Parce que dans ton travail de vidéothéâtre ou de théâtre, de performance avec la performance vidéo, et théâtre est arrivé. Il y avait 2 choses. Il y avait le travail que tu faisais seul, avec la caméra et le moniteur. Puis tu as, par ailleurs, ce que tu as fait avec Bousquet et puis éventuellement d'autres, une collaboration. Mais ça, on va peut-être, si tu veux, parler... Ça, c'est une autre époque. Donc, il y a eu disons deux époques ou deux manières de faire. La collaboration avec Bousquet, on reviendra dessus, mais là où on est dans quelque chose qui relève de la vidéo, on a envie de dire un peu plus tardive et un petit peu plus classique. Et puis là, c'est cette période des performances, du dédoublement de la personnalité, de l'utilisation de la vidéo pour fabriquer des personnages sur scène avec le performeur. Oui. Et bon, il reste quasiment qu'un témoignage de ça. Ah, de cette époque-là, qui est vraiment avant la vidéo ABI, où là on a vraiment créé quelque chose, de cette période-là, les bandes sont parties en poussière. J'avais gardé les bobinos pendant des années, et un jour j'ai senti que ça commençait à être un peu vieux,
j'ai voulu les faire transcrire, et elles sont parties le support est parti en poussière au fur et à mesure. Donc de Ouzou, de Piège à C comme communication, parce qu'on avait tout filmé, on a fait des performances. Piège à C, je me souviens, c'était aussi à la vidéo ABI. On est déjà plus tard, la vidéo ABI, mais tout le début de la vidéo performance, il reste des photos. Il reste quelques photos, quelques témoignages, quelques... Mais est-ce que c'est gênant? Parce que c'était véritablement des spectacles vivants. C'était vraiment du spectacle vivant. C'est vraiment du spectacle vivant. Si c'est un peu regrettable, parce que à cause du système du circuit fermé dont on va développer, parce qu'il y avait que ça qui m'intéresse. Jamais j'avais pensé que je ferais des bandes vidéo un jour, et encore moins de la télévision, évidemment. C'était le circuit fermé. Et puis en plus, tu pouvais mettre un poste, ressortir un tuyau et remettre un autre poste. Donc tout d'un coup, les écrans pouvaient aller dans des lieux différents. Tu pouvais mettre la caméra là, on la voit, mais tu pouvais la cacher aussi. Le circuit fermé, vraiment tout était là, quoi. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un en Allemagne qui m'a téléphoné il y a quelques années, qui devait faire un gros livre sur les circuits fermés. Il a contacté tout le monde, mais je n'ai jamais vu le livre. Enfin bon, ça arrive aussi. Mais alors, donc, cette idée de circuit fermé, avec un personnage unique au centre, ou les autres, ou le public, ou les autres, qui se dédoublent, et là, c'est un espace qui, évidemment, se prête à l'improvisation, à l'humour, mais également à la mise en abîme, au narcissisme éclaté, enfin, tout un travail d'expression. Il y a une artiste qui un jour a fait l'installation, qui dit, tu t'asseyais dans un truc, ça diffractait le corps partout, quoi. On a beaucoup exploité, et celui qui a exploité le plus ces systèmes de l'époque, c'est Dame Graham, qui est évidemment dans tous les musées maintenant, qui a, c'était des choses à bande, hein, qui avait mis 2 magnétoscopes loin l'un de l'autre, la caméra s'enregistrait en même temps, puis très loin passait le... Donc ça faisait, tu faisais ça devant la caméra, mais tu ne voyais pas ça, tu le voyais tout petit peu après. Et ça c'est vraiment la quintessence de ce qui se faisait à l'époque dans ce domaine d'exploration. Ce qui est assez amusant, c'est que c'était pas du tout... Enfin, on utilisait la technologie, mais on n'était pas prisonnier de la technologie. Ah, pas du tout. Comme on a pu l'être ensuite avec des gens qui faisaient du graphisme. C'est comme si tu avais une 2 chevaux, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je travaillais avec Jean-Michel Champellevier et Bousquet, après, là, et on rentrait avec des tournevis dedans, point. Et d'avoir monté mon premier spectacle avec 2 magnétoscopes synchronisés était une performance absolument incroyable, et de l'avoir tourné était encore une autre performance. Et alors, comment es-tu passé de ça à ce que tu as fait à Vidéo ABI, où tu as eu un spectacle qui s'appelait Vidéo Opérette, je crois, qui était un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que... ça a été pour moi, pas la quintessence, parce que je n'en suis pas là, mais vraiment l'emploi du circuit fermé qui a le mieux fonctionné, et tout à fait en rapport avec la performance. Alors, je me rappelle, parce qu'on avait fait des performances avant où on vidait la salle, tu sais, mais en poussant des cris, enfin, tout est petit. Mais là, parce que quand on a eu Vidéo ABI, c'était une salle du Crous, qu'on avait tous les... alors il faut dire que c'est en face de Saint-Germain-des-Prés. Oui, rue de l'Abbaye. Rue de l'Abbaye, à côté de l'ancien... Très bel endroit. L'ancien divan, enfin juste en face du square de Saint-Germain-des-Prés. Très bel endroit. Très bel endroit, grande salle rectangulaire, mais sans siège, d'ailleurs, on s'asseyait par terre, je me souviens plus très bien, où on restait debout. Oui, où il y avait des chaises, des tabourets, je crois qu'on y a tout fait, là. Il y avait aussi là du cinéma expérimental, parmi les cours de danse, les cours de yoga. Oui, c'était un lieu dans lequel il y avait des cours, enfin c'était une espèce et nous, on avait eu accès par Jean-Michel Champellevier, qui travaillait pour le Crous, et qui travaillait dans ce lieu, d'avoir une soirée par semaine, et on a fait le premier centre de diffusion avec Bousquet, le premier centre de diffusion vidéo qu'il y avait en France. Voilà. De l'autre côté, il y avait Pierre-Olivier Bardet, qui est devenu un grand producteur de films de musique maintenant, etc., qui lui, alors on était un peu comme ça, avait... non, mais c'était tout la vidéo militante. Parce que à l'époque, c'était la première fois, on enregistrait, on prenait la bobine, et puis tout de suite, on pouvait la diffuser, quoi. Donc, et c'est là qu'il y avait... Enfin, il y a une bande qui montre ça. J'aimerais que tu reviennes sur Vidéo Opérette et que tu nous expliques un petit peu, parce que c'était un spectacle extrêmement... T'expliquer le système. Oui, au-delà du système, extrêmement fort,
extrêmement poignant, prenant, très bouleversant, parce qu'il y avait quelque chose de l'intimité du vidéaste qui s'exprimait au travers de la performance par ce dédoublement de la personne. C'est en même temps très, très ironique. J'ai dû faire cette performance 3 fois. Tu étais venu à une d'ailleurs. Je me rappelle, tu avais écrit quelque chose là-dessus qu'on doit avoir quelque part. C'est simple. Il y avait, alors oui, il y avait ça aussi, les nouveaux, les tout petits moniteurs comme ça. Oui, qui était l'équivalent d'une télévision. Non, petit comme ça. Oui, tu sais, qui était des moniteurs de montage. C'était la première fois. Oui, oui. C'était la première fois. Plus petit qu'un écran d'ordinateur. Tu pouvais te mettre devant la tête déjà, etc. Le porter dans les bras. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'avais là le moniteur sous le bras. Je rentrais sur la scène. La caméra était cachée et prenait la tête de quelqu'un dans la salle que j'avais sous mon bras, quoi. Et à partir de là, je racontais, alors je m'en souviens absolument plus de quoi, je me racontais 3000 choses, sans doute désobligeantes, etc. Puis la caméra passait à un autre, et je jouais du fait que moi, je les avais dans la main. Donc, je les faisais sauter en l'air, comme ça, etc. Et les gens ne savaient pas d'où ça venait. Ils se doutaient bien du système, mais ils ne savaient vraiment pas. Et le but était, comme d'habitude, de vider la salle, je ne sais pas, à l'époque. Non, c'est pas mon souvenir du tout, c'est que ça avait quelque chose de très très prenant, parce que tout d'un coup, le performeur et les spectateurs, et puis ensuite toi, puisque tu étais dedans, il y avait quelque chose comme le cordon ombilical, comme la relation, le lien qui naturellement se faisait très 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 particulier, qui était effectivement extrêmement fort. Et il y avait probablement une relation avec Ronald Lang. J'aimerais qu'on revienne à Ronald Lang, qui a joué un rôle très très important dans ta vie à cette époque. Et j'aimerais... Tu as un dessin d'ailleurs chez toi. Tout à fait, mais c'est peut-être un peu fini maintenant, mais que tu nous expliques ce que tu trouvais chez cet auteur et chez les auteurs de l'antipsychiatrie. Tu sais, quand tu es artiste, parce qu'à l'époque je me voulais absolument artiste, j'étais vraiment dans le domaine de l'artistique et absolument nulle part, quoi. Si, j'avais fait quand même des expos, quand même pas mal de choses, mais c'est surtout que tu as toujours des problèmes un jour, arrive toujours un jour où d'abord tu arrêtes tout pendant 1 an ou 2 ans, c'est arrivé à plein de grands artistes, où comme il y avait plein de choses dans l'art, la performance, etc., où tu dédoubles tes personnalités, quoi. Et moi, le mot ubiquité, par exemple, est revu dans presque tous mes titres au fur et à mesure de tout ce que j'ai fait après. Et Ronald Lang, qui à l'époque, sur la notion de folie, rendait la folie ordinaire, c'est-à-dire normale, et allait chercher les sources tout à fait à côté, plutôt que d'isoler. Voilà. Et il a dit une phrase, j'ai le souvenir, j'ai toujours la politique de l'expérience, ses poèmes, tout ça. Il disait, les machines sont de plus en plus aptes à communiquer, mais c'est pas pour ça que nous communiquons. Moi, je l'ai mis dans Vidopérette 2, à la Grande Halle en 84. C'est quelque chose qui m'avait frappé, quoi. Comme j'ai découvert, et ça sera pour la suite, parce que c'est le même procédé, je m'aperçois, quand Virilio a cité Paul Klee, qui disait à l'époque du Bauhaus, quoi, quand même, les objets sont maintenant en mesure de nous répondre. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai développé dans Vidopérette, c'est le rapport à l'objet. Et quel objet? C'était le poste de télé, tout simplement. Sauf que vous étiez pervers, enfin pervers ou subtil, c'est que dans le poste, il y avait quelqu'un de vivant. Ah oui, et qui était là, parmi donc les autres, et puis pas tout d'un coup, qui était tout seul sur la scène, avec un zozo qui lui donnait des tapes, quoi, ou qui était prisonnier. Et d'ailleurs, à la dernière performance, il y a un mec, je crois que c'est un acteur, qui a sauté sur la scène, qui m'a arraché le poste, et qui a continué la performance à ma place, quoi. Ça aurait pu devenir système, parce que c'était très drôle en même temps. Il y avait, oui, ça aurait pu devenir système. Mais je ne développais pas du spectacle, je ne pensais jamais que je ferais du spectacle à l'époque. C'était vraiment encore, c'était le dernier truc, la dernière chose de l'époque de la performance, quoi. L'artiste, le performeur se met en scène lui-même, etc. Et alors de là, tu es passé à la vidéobande. Non, pas du tout. Ah non, au théâtre. Au théâtre. C'est-à-dire la création de Vidéo ABI, ça a été la création du vidéo théâtre. Tu comprends, on avait créé ça pour diffuser la vidéo qui se faisait en France. Mais il s'en faisait pas lourd.
Exactement, oui. Alors, de temps en temps, on avait à l'époque Jean-Paul Fargier qui faisait des vidéos politiques, qui était à Paris 8, enfin à Vincennes à l'époque. Je ne sais même pas si on a reconnu Robert Cahen à l'époque. Thierry Kunzel, dont on va sortir un magnifique livre DVD là, à l'archive. Et nous, on avait tous les... C'était plus le mardi, c'était le jeudi, je crois. Tous les jeudis, il fallait faire quelque chose. Donc, il fallait vraiment inventer quelque chose, d'où les performances. Et une fois qu'on a bien performé, moi, j'ai commencé à m'intéresser, toujours avec le système du circuit fermé, du rapport à l'objet. Et cette espèce d'écran que tu regardes chez toi avec le type qui raconte les informations, si tu commences à imaginer où sont ses pieds, tu commences entre l'objet, la réalité. Tu comprends avec la vidéo, et c'est valable à l'heure actuelle dans ta télévision, et moi je m'en suis beaucoup servi, tu vois le hors-cadre. Tu n'es pas au cinéma, tu vois le hors-cadre. Donc cet objet, dans les tautologiques, alors les tautologiques c'était 2 moniteurs vidéo et 2 acteurs, c'est-à-dire Bousquet et moi, quoi. Et on a fait un truc qu'on a développé après, que je développe encore, qui sont des synchros entre les écrans. Alors ça, par exemple, on jetait une balle dans la salle, et puis on essayait de renvoyer la balle, on prenait la balle comme ça, on la rentrait, parce que les images étaient faites dans le poste, donc on le mettait derrière. On la voyait dans le poste. Et là, il la jetait, et là, il tapait sur le poste, et on rebalançait, on a inventé le fameux ping-pong vidéo, qui est devenu vachement connu après, et que j'ai adapté pour la télévision. Et ces performances à 2 postes, en noir et blanc, vaguement synchronisées, c'est devenu du vidéothéâtre, enfin la vidéothéâtrie. Et figure-toi qu'on était toujours avec ces petits portables, alors, enfin, Bousquet qui était plus doué que moi, hein, on avait eu des parents passaient derrière pour de temps en temps ralentir à la main les bandes pour que ça soit quand même un peu moins synchro. Et Jean-Jacques Henry, qui est maintenant à la enfin à Arte, je crois, a monté un premier festival vidéo à Cergy-Pontoise, dont je dois avoir encore les documents, et il nous a invités en nous disant, écoutez les gars, j'ai pas d'argent, bon ça, c'était assez bien, classique, oui. Mais vous allez voir, il va venir tout le milieu culturel de France. On a joué gratuitement, je ne sais plus comment ça s'appelait, dans cette manifestation, et effectivement, mais il y a eu aussi une histoire de matière. 1 an après, alors on lui a dit, nous, d'accord, on a joué, personne ne nous demande rien. Voilà, 1 an après, les institutions se sont équipées de 3 quarts rubatiques dits institutionnels, c'est-à-dire un truc un peu plus fiable, avec une petite table au milieu qui te permet plus ou moins de... Tu vois, c'est une table de montage, mais ça te permet d'envoyer au moins avec des boutons les synchros. Et là, on a commencé à être invité partout. Alors, on a joué partout en France, mais en Belgique, on a fait une tournée en Yougoslavie, on a joué en Espagne, on a joué... Il y avait combien de tautologiques parce que là, le ping-pong, ça dure quelques minutes. Ah non, mais il y avait... Je crois que j'ai encore les storyboards. Enfin, les storyboards. Il y avait une dizaine oui, une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, oui. Et ça se termine en tous les jeux qu'on pouvait faire. Dans un moniteur, il y a une image, c'était Champélovier qui jetait une pierre. Vous étiez 3. On était 2 à jouer. 2 à jouer. Il y avait donc Bousquet, Champélovier et toi. Alors, Bousquet et toi, vous jouiez. Oui, on jouait. Mais Champélovier était associé sur le plan technique. Oui, voilà, beaucoup plus sur le plan technique. Il se situait là, et Bousquet était meilleur acteur que moi, parce qu'il avait une espèce de truc impassible à Buster Keaton, comme ça, parce que... Il était caché derrière une barbe, si j'ai pas de mémoire. Oui, il avait une grosse barbe à l'époque, oui. Et au début, alors j'avais écrit la pièce, hein, j'avais tout dessiné. Oui, alors justement, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, puisque vous étiez 3, comment se partageait le travail? En général, je faisais toute la conception, parce que moi j'étais dans le domaine de l'art, enfin j'arrêtais pas de m'agiter, etc. Donc Jean Pélovier c'est pour ça qu'ils sont signés Michel Jaffonou. Jean Pélovier était le technicien. Était plus technicien, il se revendiquait comme technicien. Et Bousquet plutôt... Bousquet, c'était... Il a découvert, et c'était un peu plus ambigu. À une époque, évidemment, ça s'est arrêté comme tous les vieux couples, quoi. Mais, tu vois, la pièce commençait par une lecture du dictionnaire avec le mot « niais ». Mais ça, j'ai un enregistrement complet de cette pièce de l'époque, parce que le ministère des Affaires étrangères nous a fait jouer cette pièce dans un studio, je ne sais plus où, sans public, bien sûr, et toute la pièce en noir et blanc, telle qu'elle était, etc., est entièrement enregistrée, quoi. Puis, Lina
l'Institut national d'audiovisuel à l'époque, qui avait un service expérimental, nous a invités à en faire à faire des gags de ce type-là, là. Et ça clignote en rouge. Hein. Et donc, on a fait une adaptation télé, quoi. Et là, ça a commencé vraiment. Et alors, quand avez-vous arrêté? Parce que ça pouvait devenir système, un petit peu. L'inconvénient... On jouait la pièce cette fois. Attends, je vais te dire une autre chose, Bernard. Nous n'avions aucun moyen de production. Moi, j'étais animateur socio-culturel de la ville de Paris. Heureusement, pas trop occupé. Comme ça, j'ai fait de la vidéo. Bien que j'y avais monté une troupe de théâtre et, avec des gens très très vieux, et au bout quand même du deuxième mort, j'ai arrêté, en scène, je dis bien en scène, j'ai arrêté, j'en pouvais plus, dans une espèce de truc comme ça, très expérimental, mais on a, comment on a produit ça? Je crois qu'on a squatté la nuit les studios de jeunesse et sport où on avait un copain qui était technicien vidéo, on a déménagé le matériel de l'institution, mais on n'avait pas un rond. Mais on vendait les spectacles, parce que moi j'avais réfléchi une chose, dit la vidéo, puis personne ne savait ce que c'était. Nous on monte une pièce de vidéo théâtre quand même, donc on a fait un prospectus, les premiers dossiers, tu vois, et il dit mais attends, au théâtre, on te paie le transport, on te paie la bouffe et on te donne un cachet. Et à partir de là, on a commencé à gagner de l'argent. Pas de quoi vivre, mais quand même.